Il est spécialiste en cybersécurité, c'est une sorte de gourou dans ce domaine et il a décidé de défendre les couleurs d'Israël grâce à la high-tech. Il s'appelle Ilan Dre et c'est notre invité aujourd'hui dans Israël Demain. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Ilan, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être dans nos studios, surtout que ça fait longtemps qu'on essaye de vous avoir, Ilan. Et donc, nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler de cybersécurité, pour parler beaucoup de sujets en fait. On va voir avec vous, vous faites beaucoup de choses, un emploi du temps chargé, je suppose, mais j'ai l'impression que vous aimez ce que vous faites. J'aime. Premièrement, tu peux me tutoyer. On peut se tutoyer. Merci. Et je suis passionné de ce que je fais. J'ai vraiment une chance d'être l'intermédiaire qui aide les startups israéliennes à réussir dans le monde. Et par ce biais, en fait, donner une meilleure image d'Israël. Alors, tu as déjà un peu résumé ce que tu faisais, en tout cas ta philosophie par rapport à ce que tu fais. On va voir exactement, on va rentrer un peu dans les détails, mais je voudrais un peu que tu nous parles de toi. Ok. Tu es français d'origine ? Donc, je suis né en Israël à la base, à Haïfa, et j'ai quitté à l'âge de 6 ans. Ok. Ma famille était en France, donc c'était beaucoup plus facile pour mes parents d'éduquer 2 enfants avec la famille, le soutien de la famille. J'ai étudié en France, j'ai étudié à l'école Estienne, c'est une école spécialisée dans les arts et les industries graphiques. D'accord. Et j'étais en fait, ma direction à la base était la publicité. Je travaillais dans le domaine de la publicité, j'avais un très très bon emploi. Mais à chaque fois, en tant que quelqu'un qui est né en Israël et que j'entends des informations en France sur Israël, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et tu avais envie de défendre. Et j'avais envie, pas de défendre, mais de montrer une vraie image, une autre image d'Israël. Je ne dis pas que tout est rose ici, mais il y a beaucoup de choses qui sont positives et il faut savoir balancer. Il faut savoir vraiment donner aussi une vision optimiste pour pouvoir inviter des investisseurs en Israël, pour créer des emplois en Israël, pour essayer de comprendre aussi qu'Israël a à peine 70 ans. Ouais. C'est un jeune pays. C'est tout jeune. Et parfois, on a tendance à comparer à la France, aux États-Unis. Non, c'est incomparable. C'est autre chose. Il faut comprendre que c'est un jeune pays. Alors, comment se fait ce passage de la France à Israël ? À partir de quel moment tu décides de faire ton alliance ? Bien que ce ne soit pas une véritable alliance, c'est un retour. C'est un retour. On appelle ça Katin Choser. Mais c'est comme si c'était une alia. C'est un alia parce que j'avais complètement oublié mon hébreu. Ouais. Et j'étais vraiment français, culture française. J'ai oublié mon français aujourd'hui. Je suis désolé pour mon accent israélien, donc c'est rigolo. Très bien. Quand je parle hébreu, j'ai l'accent français. Quand je parle français, j'ai l'accent israélien. On est tous dans le même cas. Donc, je suis foutu. Mais en gros, je suis arrivé à Ranana. D'accord. Ranana, une petite ville dans le nord d'Israël qui est fort sympathique pour les familles. Et je suis arrivé au Merkaz Klita, au centre d'immigration, pour essayer, premièrement, d'apprendre l'hébreu, d'aller à l'Ulpan, d'avoir cette aide qui est offerte par l'État pour accueillir des jeunes immigrants. J'avais 25 ans. J'avais faim, dans le sens que j'avais vraiment envie de booster le processus. Oui. Le processus académique de l'Ulpan n'était pas ce que j'attendais. Je pensais apprendre l'hébreu beaucoup plus vite. Premièrement pour connaître des gens. J'étais célibataire, donc je voulais connaître aussi des Israéliennes qui sont fort sympathiques. Et pour ça, j'ai essayé de trouver du travail très vite. Et je suis rentré dans le domaine du travail avec un portfolio de la publicité française. Ce que tu avais fait en France. Ce que j'avais fait en France, mais je cherchais dans le domaine du digital parce qu'on parlait déjà de la Startup Nation et j'avais conscience que le domaine du multimédia... C'était l'avenir. C'était l'avenir. Et en France, j'avais vraiment l'impression qu'on n'allait pas à la même vitesse qu'en Israël. En France, il y avait le Minitel. En Israël, il y avait le Télétel. C'était exactement la même chose, mais 8 couleurs. En Israël, ils avaient le disque USB. Qu'en France, on avait le CD-ROM. Et à chaque fois, j'avais l'impression qu'on était en avance en Israël. Et en France, il y avait un petit retard. Et donc, je me suis dit, il faut que je sois à la source
Et c'était pour moi la seconde raison, parce que j'aime Israël, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est d'être à la source de l'innovation. Et c'est vraiment un pays qui est innovateur, parce qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, tu t'es, on va dire, concentré ou plutôt spécialisé dans tout ce qui est cybersécurité. Comment tu as fait ce choix ? Voilà, alors donc je suis arrivé, j'ai trouvé un petit boulot d'exécutant. Même si j'étais directeur artistique en France, c'était pour moi une étape à traverser pour apprendre l'hébreu, pour être dans un environnement d'israélien. C'est très important parfois pour s'intégrer. Il ne faut pas être dans un environnement de Français. Il faut être vraiment avec des Israéliens pour comprendre le marché, pour comprendre la mentalité aussi. La mentalité et apprendre. J'ai évolué très vite. D'exécutant à designer, de directeur artistique. Je suis devenu le vice-président de la même boîte qui a été rachetée par Jackie Safrash, qui est une grande famille. Et à un moment donné, il y avait une bulle économique qui a explosé. Donc, ils ne voulaient plus payer les employés. Donc, moi, j'ai payé les employés de mon propre boulot, parce que j'étais vice-président, donc j'avais une certaine responsabilité. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus les payer. Donc, j'ai fermé la société où je travaillais, où j'ai évolué. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience pour créer ma propre société. Donc, j'ai créé mon agence digitale qui s'appelle InCode. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette agence ? InCode est spécialisée pour aider les startups, les entreprises qui ont une solution B2B, ça s'appelle des solutions pour entreprises, à créer des interfaces, à créer le design en fait de leurs produits et de créer une différenciation qui soit très forte sur le marché pour pouvoir avoir une valeur ajoutée que d'autres startups n'ont pas. Vous accompagnez des sociétés ou des startups israéliennes à se faire connaître, à vendre leurs produits, à créer leurs produits, à créer leur image de marque. À créer leur image de marque. Mais j'ai aussi, dans ma philosophie, comme tu as compris, Olivier, subconsciemment cette envie que ces sociétés réussissent. Donc je suis plus comme une sorte de partenaire qu'un service provider. J'essaie vraiment d'apporter une valeur ajoutée aux entreprises, à essayer d'analyser leurs produits, leurs technologies et à donner la meilleure image de marque. Donne-nous des exemples, si tu peux, bien sûr, d'exemples de sociétés, de startups que tu as accompagnées, qui ont été reconnues dans le monde, vendues après peut-être ? Donc, une des startups qui est l'histoire classique, parce que j'ai plusieurs grandes réussites dans le monde, au niveau mondial. Quand je parle aux startups israéliennes, les startups israéliennes ne visent pas Israël, elles visent le monde. Surtout les États-Unis et l'Europe. Et la société où je travaille aujourd'hui comme vice-président créatif, qui s'appelle Cyberizon, était à la base un de mes clients. C'était 3 jeunes entrepreneurs qui avaient une idée et une solution technologique pour une solution cybersécurité pour les entreprises. Et cette société est devenue la plus grande société dans le monde. Aujourd'hui, leur headquarter est à Boston. Ils sont numéro 1 au Japon, aux États-Unis, en Europe. Et j'ai même aidé à créer le marché français. Et c'est donc une société israélienne qui a été créée ici par des Israéliens. Voilà, c'est une société israélienne qui a été créée ici en Israël, mais parce qu'ils visaient les États-Unis, ils ont eu la bonne idée en fait d'être près des investisseurs aux États-Unis, à Boston, et de viser le marché américain pour se développer beaucoup plus vite. Leur solution permet d'avoir une meilleure visualisation de l'entreprise, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise au niveau de tous les ordinateurs, de tous les serveurs. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas cachère, en fait, il y a une alerte qui est créée. Ça donne ça permet aux analystes à prendre des décisions qui sont vraiment critiques pour l'entreprise. Vous avez pu entendre aux informations que Facebook a été attaqué, plus de 59 millions de profils Facebook ont été hackés, ou Sony qui s'est fait hacker. Et c'est quelque chose donc, qui arrive tout le temps. À la base, et c'est ça ce que j'aime avec Cyberizon, leur idée de base était chaque entreprise par défaut qui est sous attaque.
Donc on va parler encore de cybersécurité tout à l'heure parce que vous avez aussi fait ou est à l'initiative de quelque chose aussi de très important, de mettre un peu, de prévenir un peu, pas seulement les sociétés, les grandes sociétés, mais tout le monde en fait de ces problèmes de cybersécurité. On va en parler dans quelques instants. Mais je vais vous répondre à la question avec Cybereason comme exemple. Eux, ils ont eu un investissement de plus de 200 millions de dollars par des sociétés comme Lockheed Martin, SoftBank, CRV. Et quand ces grandes sociétés investissent dans une solution israélienne, ils investissent en Israël. Ouais. Et en investissant en Israël, en fait, ça montre qu'il y a un avenir en Israël. Mmh. Tu crées des emplois, tu crées une vision. Alors justement, c'est ma question par rapport à ça justement. Et quand on reçoit dans cette émission très souvent des gens qui ont beaucoup d'initiatives, qui font beaucoup de belles choses, comment vous expliquez qu'est-ce que dans l'état d'esprit des Israéliens, justement, permet d'avoir cette réussite? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de réussite. Je suppose qu'il y a aussi des échecs. Il y a beaucoup d'échecs. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'il y a ces réussites? Les réussites sont basées sur le fait, en fait, que Israël est petit. Donc, il y a une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident. Et par ce biais, permet de résoudre beaucoup de problématiques qui sont au jour le jour. Mmh. Donc, quand il y a un network de la high-tech et les gens s'entraident, il y a tous les jours ici, par exemple, des meet-up, il y a tous les jours ici des gens qui s'entraident pour présenter des investisseurs, pour présenter... Il n'y a pas de concurrence? Il y a de la concurrence, mais le domaine, par exemple, de la cybersécurité, tu n'achètes pas un seul produit. Quand tu es une grande entreprise, comme une banque, tu prends tous les produits parce que le risque est tellement grand que tu veux vraiment avoir une solution maximale. Mmh. Donc, quand tu comprends, en fait, même dans le domaine du médical, même dans le domaine de la fintech, que tu peux apporter une solution qui est différente ou qui est complémentaire parfois, et que tu as un écosystème qui t'entraide, donc ça te permet en fait d'être beaucoup plus en avant. Mmh. Je pense aussi que la mentalité israélienne est beaucoup plus daring. Comment on dit daring? Noise. Beaucoup plus pertinente. D'accord. En fait, ils n'ont pas peur de l'échec. C'est ce que je voulais vous poser comme question, c'est par rapport aux échecs justement. Parce qu'il y a aussi des échecs, mais quand il y a des échecs, en fait, c'est pas si grave que ça pour les Israéliens, d'après ce que je comprends. Les échecs permettent d'apprendre énormément. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie, mais je me suis relevé très vite et j'ai su analyser l'échec, apprendre et comprendre ce que j'aurais pu faire de meilleur. Mmh. Et en fait, avec cet état d'esprit, au lieu de baisser les bras, tu avances et tu rectifies comme une seconde vie d'un chat ou une 8e vie d'un chat, tu rectifies ta lancée, ton focus, et tu deviens de plus en plus meilleur en fait dans ton domaine. Alors comment on appelle ça en Israël, il y a vraiment un mot, on appelle ça des Yezamim Sidratim, c'est-à-dire des entrepreneurs qui tombent à chaque fois, mais qui répètent, qui revisent, qui font des pivots, même des sociétés qui sont créées à la base avec une idée initiale. La chance j'ai eu beaucoup de chance de voir ça. C'est très dynamique en fait. De très vite pivoter, c'est très dynamique, de changer d'idée de base pour s'adapter. Et c'est ce qui plaît aux investisseurs à l'étranger? Oui, je pense, parce que en fait cette flexibilité, c'est le mot exact en français. Je suis désolé, je suis très content quand je trouve le mot en français. Cette flexibilité permet en fait de rebondir plus vite. Et les investisseurs aiment ce genre de dialogue que les Israéliens comprennent très bien qu'une idée n'est pas fermée. Une idée est ouverte, une idée est ouverte au dialogue, une idée est ouverte au feedback des utilisateurs et du marché, de la demande. Il y a souvent un timing qui est très important. Tu peux avoir une très bonne idée, mais le timing est mauvais. Et il y a une entraide qui est très israélien, que je n'avais pas en France. J'ai vraiment ressenti ça en Israël.
C'est un petit village, en fait. Ouais, c'est cool. Mais il n'y a pas d'autre mot parce que moi, je suis dans ce domaine et je vois beaucoup de gens qui Pourtant, c'est avec des idées vraiment des fois impressionnantes. Hein. On a des sociétés qui ont très bien réussi. Vous dites quand même que les gens restent s'entraident, très simples. Je suis tellement surpris à quelle vitesse j'ai accès à des personnes qui sont très importantes par un coup de fil, sans passer par la secrétaire. On a déjà parlé de ça dans cette émission. Et c'est quelque chose qui était impensable en France. Ouais. En France, il y a des barrages. Il y a des barrages, il y a un protocole à suivre qui a des avantages et aussi beaucoup d'inconvénients, que les choses sont beaucoup plus lentes. Ici, je vais rencontrer, je ne sais pas, le directeur artistique de Google, je peux le rencontrer demain matin, je peux rencontrer un investisseur, je peux lire dans les news quelqu'un qui correspond à un certain intérêt, je peux lui parler sur Facebook, il va me répondre. C'est pas quelque chose qui est bizarre. C'est quelque chose qui est au-dessus de la pause, au-dessus de cette... Il y a une proximité entre et je pense qu'ils se comprennent. Chacun comprend qu'on a beaucoup... c'est de l'intérêt de chacun de faire ça. C'est l'intérêt de chacun et c'est surtout une compréhension de la vie d'un entrepreneur. C'est pas quelque chose de facile et donc on peut s'entraider. Alors, on va parler, parce que c'est vrai que c'est très intéressant tout ça, mais il y a aussi un autre pôle d'intérêt que vous avez, et c'est toujours autour, bien sûr, de la cybersécurité. Alors, c'est vrai quand on parle de cybersécurité, on pense aux grandes entreprises, on pense aux banques qui doivent se protéger, etc. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'en fait, la cybersécurité, c'est l'affaire de chacun. Et que chacun peut être touché, peut être... concernés par ces problèmes de cybersécurité. Et vous avez créé ce que vous avez appelé Cyber for People. Exactement. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, premièrement, c'est venu d'une analyse. La plupart des sociétés qui sont sous attaque, c'est à cause d'une erreur humaine. D'accord. Donc, il y a un problème d'éducation. Et il y a les grandes entreprises comme L'Oréal ou d'autres grandes entreprises que vous connaissez qui éduquent leurs employés à comprendre les dangers de la cybersécurité. Mais c'est pas tout le monde qui travaille chez L'Oréal. Ta sœur ne travaille pas chez L'Oréal, ta maman ne travaille pas chez L'Oréal, ta tante ne travaille pas. Donc c'est pas tout le monde qui a accès à cette knowledge, à cette éducation, à ce savoir. Et à la fin, tout compte fait, les gens les plus simples se font attaquer tous les jours. Tu te fais hacker ton WhatsApp, on peut se faire attaquer. Tu te fais attaquer ton Facebook account. Il y a quelqu'un qui s'est fait voler son téléphone et à l'intérieur des photos de sa copine ou des vidéos qui sont compromettantes. Et à la fin tu ne sais pas quoi faire en tant que personne qui n'est pas dans la high-tech. Et grâce à mon savoir-faire, je peux partager c'est pas simplement éduquer, je peux donner des solutions, quoi faire. D'accord. Donc, par exemple, en Israël, quand tu te fais voler ton téléphone, tu peux appeler le téléphone 105. C'est un service de la police. Et la police peut stopper tout accès à ton téléphone. D'accord. Même si tu t'es fait... On a appris quelque chose. Là. Voilà, par exemple, c'est tout bête. Et la police a fait de la publicité dans la radio, mais qui écoute la radio ? Oui. Sauf Studio Qualita. Par Qualita. Mais il faut savoir en fait qu'il y a beaucoup de solutions, parfois légales, parfois de setting, parfois il y a certaines choses à faire dans ton téléphone pour te protéger. Ou parfois c'est une application que tu peux downloader et qui peut t'aider à Donc tu as décidé de donner cette information au grand public ? J'ai décidé, c'était une initiative à la base pour aider des amis qui se font toujours attaquer au jour le jour, hein, tu sais même pas. D'accord. Et parfois tu t'appuies sur un lien pour recevoir un cadeau et en fait par ce biais ils arrivent à avoir ta carte de crédit. Ouais.
Donc, en fait, je discutais avec un ami qui est dans le média, Yoram Salamon, Ouais. qui a créé aussi Route Israël, qui est connu par le public français. Et je lui ai expliqué cette idée. Il m'a dit, il y a vraiment quelque chose à faire, Ilan. Et ensemble, en fait, on a créé cette plateforme qui est un blog. Et l'idée est toute bête. Il y a chaque fois un article qui résout une problématique. D'accord. Et on écrit ça de façon très simple pour que le public puisse comprendre ça au niveau de tout le monde, exactement. D'accord. Et pour faire ça encore plus simple, on a même créé des infographies, des visuels qui expliquent de façon très simple l'idée de base. Très bien. Donc j'ai créé un concept qui s'appelle éducation plus action. D'accord. C'est EduAct Cyber. Et tout ça, c'est dans un site? Un site, un blog. Et à chaque fois, dans ce blog, il y a un article sur une problématique. Et dans cet article, il y a la solution. Donc, en fait, c'est l'idée de base qu'en Israël, par exemple, quand tu vois un sac dans la rue, abandonné, qu'est-ce que tu fais? On appelle la police. Voilà. Tu as été éduqué à appeler la police. Ça fait partie de ta culture. En France, quand tu vois un sac sur les Champs-Élysées, ou tu passes, ou tu le voles. Ok, ça peut être une bombe. En Israël, ils ont su t'éduquer à faire une certaine action. Quand tu vois un sac, tu appelles la police, et donc ils envoient la police avec un robot qui explose le sac, même s'il n'y a rien dans le sac. Donc, sur cette même idée de base, pour chaque problématique, je donne une solution qui est concrète, simple. J'appelle ça vulgariser le monde du cyber, le rendre beaucoup plus accessible. Et j'ai reçu un feedback très positif des médias qui m'interviewent, qui veulent m'aider à développer cette initiative. Et cette initiative, c'est en quelle langue? C'est en français et en anglais, parce que c'est une problématique qui est internationale. Et c'est une plateforme aujourd'hui qui se développe à être une plateforme communautaire, parce que je permets aussi aux gens de raconter leurs histoires, leurs anecdotes et comment ils se sont sortis de leurs problématiques. Car c'est un des plus grands problèmes dans ce domaine, c'est quand quelque chose t'arrive, tu ne racontes pas ça aux autres personnes, parce que tu as honte, parce que tu as... Et c'est dommage, parce que toutes ces anecdotes... Tu peux faire partager ton expérience. Et ça peut aider énormément de personnes. Maintenant, il y a beaucoup de choses, quand on pense à cybersécurité, on ne sait pas à quel point la gravité de cette problématique. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle parent monitoring, comme la relation entre les parents et les enfants. Oui. Aujourd'hui, tu es une jeune fille, tu prends des photos sur Instagram en maillot de bain, et il y a un pédophile qui peut accéder à toi, communiquer avec toi, et les parents ne le savent pas. Ouais. Le pédophile se fait passer pour un photographe ou pour quelque chose, ou pour un agent, et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. Donc, quelle est la responsabilité des parents? Il y a des moyens avec le développement de technologie, de parler, de monitoring, de surveiller ce que font nos enfants. Il y a aujourd'hui des solutions. Il y a aussi aujourd'hui des solutions. On a créé vraiment un article autour de ça. Il y a aussi beaucoup de problématiques avec des jeux comme Fortnite, où des jeunes enfants jouent 24 heures sur 24. Ouais. Comment les parents peuvent dialoguer avec les enfants et leur montrer une autre vision du monde. Donc il y a beaucoup de problématiques, et le domaine du cyberbullying, par exemple aux États-Unis, tous les jours il y a un jeune qui se suicide. Parce qu'aujourd'hui le bullying, ça veut dire quand tu te fais agresser. Avant c'était physiquement à l'école. Aujourd'hui, ils utilisent le média, le téléphone et l'ordinateur pour t'agresser virtuellement. Donc, par exemple, il suffit qu'à l'école, il y a une gamine qui est sortie avec un mec et elle se fait photographier dans sa première relation. Et le jeune gamin met ça sans
sur le groupe de ses copains et ça devient une sorte de victime. Cette jeune fille ne sait pas quoi faire aujourd'hui et tous les jours aux États-Unis, il y a des solutions. Il faut savoir lesquelles. Il faut savoir comment discuter. Il faut savoir qu'il y a des organisations qui entraident. Il y a des lois qui te permettent de... Donc c'est un sujet vraiment très important. C'est très important. Très vaste aussi, je sais. Très vaste. Avec beaucoup de sujets. J'ai réalisé qu'il y a énormément de problématiques à résoudre. Et parfois, c'est des problématiques qui sont surprenantes parce que dès que je te raconte la solution, toi, tu deviens l'ambassadeur et tu racontes ça à d'autres personnes. Et ça devient très viral. Donc, on invite nos auditeurs à rentrer dans ce site cyberforpeople.com avec donc plein d'informations pratiques concernant justement tous ces problèmes autour de la cybersécurité. Et je vise vraiment les parents, les gens qui ont peur de la technologie, de visiter ce site parce qu'il est très accessible. Tes journées ne durent pas 24 heures. Non, moi je suis cool. J'essaie de prendre tout en proportion. Et je suis très content d'être ici avec Qualita parce que chaque fois vous invitez des personnes très intéressantes qui ont vraiment, qui apportent vraiment quelque chose de positif pour Israël. On essaye aussi de faire la même chose, c'est-à-dire de donner comme ça aussi une bonne image d'Israël, de redorer l'image d'Israël grâce justement à des initiatives comme les tiennes. Et on a été très heureux de t'accueillir dans cette émission. Merci beaucoup, Ilan, d'être venu et nous voir. Je suis vraiment accessible à toute personne, donc vous pouvez donner mes coordonnées pour jeunes entrepreneurs français qui viennent en Israël, des entrepreneurs qui cherchent des investissements ou simplement parler. Parce que cette expérience, moi j'ai eu beaucoup d'échecs aussi dans la vie. Je peux partager ces échecs et raccourcir en fait et faciliter l'intégration en Israël. Merci beaucoup, Ilan. Merci à toi. À Olivier. bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Studio Qualita et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.